Bienvenue dans ce deuxième tutoriel consacré à la création de plans détaillés pour l'orientation en milieu scolaire. Comme dans l'autre vidéo, la procédure est tout à fait transférable à d'autres zones et pour différents usages. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser un fond de carte OpenStreetMap existant, nous allons nous servir directement des données brutes de la base et leur donner une apparence personnalisée. En d'autres termes, on va réellement construire une carte en choisissant l'apparence de chaque élément. Nous utiliserons pour cela le logiciel libre QGIS qui est installable gratuitement sur Linux, BSD, macOS et Windows. Alors OpenStreetMap, on dit souvent c'est plus qu'une carte. En effet, c'est avant tout une base de données géographiques et c'est cette composante de base de données que nous allons exploiter. Il faudra donc en connaître un minimum le fonctionnement et les terminologies qui identifient les objets. Pour la bonne compréhension de ce qui va suivre, en voici les grandes lignes. Alors on trouve principalement sur OpenStreetMap des nœuds, des chemins et des polygones qui sont en fait des chemins fermés. Les nœuds servent le plus souvent à marquer l'emplacement des points d'intérêt. Mobilier urbain, arbres isolés, équipements. Les chemins sont en fait un faux ami. Ils ne désignent pas des sentiers, mais tout type de ligne droite ou brisée. Ils servent par exemple à cartographier des murs, des clôtures, des haies, des ruisseaux ou des voies de circulation, dont les chemins de randonnée. Enfin, les polygones représentent le plus souvent l'emprise des bâtiments ou des surfaces, pelouse, forêt, lac, etc. Chaque objet, nœud, chemin ou polygone, est décrit par des attributs. Par exemple, un banc sera un nœud défini au minimum par la clé Amenity avec la valeur Bench et éventuellement d'autres attributs complémentaires qui complètent ces caractéristiques, par exemple la couleur. Une pelouse sera quant à elle qualifiée par l'attribut LandUse égale Grass. Il est possible d'interroger la base de données avec une requête basée sur les attributs. Ainsi, si l'on requête sur Leisure égale Playground, on obtiendra les aires de jeu. Et si l'on demande seulement la clé Leisure, tous les équipements possédant cette clé, autrement dit tous les équipements de loisirs. Petit rappel important, la base de données OpenStreetMap est d'une richesse et d'une pertinence variables selon les zones, car elle dépend directement des contributions. C'est un peu le Wikipédia de la cartographie. Pour obtenir de meilleurs résultats, il est recommandé d'alimenter la base en amont, c'est-à-dire d'y contribuer. C'est aussi un très bon moyen de se familiariser avec la base de données et d'être plus à l'aise pour l'utiliser ensuite. Au passage, cette phase peut être envisagée comme activité pédagogique à part entière, y compris avec de jeunes élèves. Je reviendrai sur cet aspect lors d'une prochaine vidéo. De nombreux tutoriels existent pour apprendre à contribuer. Je vous recommande particulièrement la chaîne de Capitaine Moustache, dont le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Fermons la parenthèse et revenons donc à la création de notre carte avec QGIS. Voici comment se présente le logiciel. Ici, il s'agit de la version 3.10. Nous aurons besoin d'installer deux extensions, comme dans notre tutoriel Quick Map Service, et, pour effectuer les requêtes, QuickOSM. Voilà, on peut maintenant démarrer notre projet. Pour se repérer, on va utiliser le fond OpenStreetMap classique. Tout autre fond pourrait convenir également car en fait il ne sert que pour cadrer la zone et sera supprimé par la suite. Autre moyen, la fenêtre de l'explorateur permet elle aussi d'afficher les fonds de carte disponibles. Une fois le fond de carte affiché, nous allons zoomer avec la molette de la souris et déplacer la carte jusqu'à obtenir le cadrage voulu. On va donc effectuer une série de requêtes avec QuickOSM pour récupérer les données qui nous intéressent. Dans cet exemple, on cible 14 objets. Voici les attributs correspondants. Encore une fois, je le redis, ça fonctionne parce que sur cette zone, tous ces éléments ont été ajoutés par les contributeurs. N'hésitez pas à apporter votre participation préalable, par exemple en ajoutant la clôture si elle n'est pas cartographiée dans OpenStreetMap. En effet, au niveau des clôtures, c'est souvent le cas. Premier exemple de requête, on demande les bâtiments scolaires. On spécifie donc la clé Building avec la valeur School. Ensuite, on précise la zone dans laquelle QuickOSM doit rechercher ces bâtiments. L'emprise du canevas signifie la zone visible et cadrée dans QGIS. Le bouton pour exécuter la requête se trouve tout en bas. Attention, il faut parfois faire défiler la fenêtre pour le trouver. Ensuite, on recommence avec chacun des objets à télécharger
par exemple pour les clôtures. On peut voir que le téléchargement des données a créé des couches d'objets. On continue avec les autres objets, ici les tables de pique-nique, les murs. À ce stade, on peut déjà supprimer la couche de fond de carte, autrement dit le raster, qui n'avait en fait servi que pour se repérer. On supprime aussi des couches inutiles. Par exemple, les murs, au sens des données, sont des chemins délimités par des points. La requête a eu pour effet de télécharger à la fois le chemin et les points qui le délimitent. On peut donc tout à fait supprimer la couche qui contient les points. Si l'on veut conserver le projet dans la durée, il faut penser à convertir ces couches temporaires en couches permanentes, c'est-à-dire les enregistrer dans la mémoire de l'ordinateur. Le format choisi pour le stockage des couches est le GeoJSON. Maintenant que nous avons toutes nos couches, il faut leur donner une apparence. Un clic droit sur l'intitulé de chacune, puis Propriétés permet de les éditer. On donne d'abord un nom un peu plus signifiant, à choisir avec soin car cet intitulé se retrouvera ensuite dans la légende. Ensuite, on choisit une symbologie. Tout est possible du plus simple au plus complexe. De nombreux paramètres permettent tout type d'apparence. Par exemple, pour la table de pique-nique, on peut choisir, au lieu d'un symbole simple, d'utiliser une image au format SVG. On choisit donc symbole SVG. Soit une image proposée par QGIS, soit toute autre image de son ordinateur, par exemple téléchargée auparavant sur Internet. Il est possible de choisir la taille du symbole ainsi que l'unité, millimètres, pixels ou unité de carte par exemple. Pour des polygones, on va pouvoir utiliser des symbologies de remplissage qui peuvent s'imbriquer les uns dans les autres. Pour un accès plus commode, des modèles tout prêts sont proposés. De même pour les lignes, murs, barrières, chemins. Voilà, on peut voir que notre carte se dessine petit à petit. Lorsque toutes les couches ont enfin été stylées, on peut admirer le résultat final. Comme pour l'autre tutoriel, nous allons maintenant créer une mise en page afin de préparer concrètement un document PDF complet. Avec l'outil d'ajout de carte, on trace d'abord un rectangle. Un autre outil permet d'ajuster encore le niveau de zoom et la position si nécessaire. Des réglages plus précis sont disponibles dans le menu de droite. Comme dans l'autre tutoriel, il est possible d'ajouter une échelle graphique. Par défaut, elle ne présente que 2 graduations, mais cette caractéristique est modifiable, ainsi que l'unité de longueur et les autres variables. On notera que l'échelle est dynamique. Par exemple, si l'on modifie le niveau de zoom de la carte maintenant, elle s'adaptera instantanément. Même chose pour la boussole. Elle est généralement orientée vers le nord. Cependant, si l'on modifie l'orientation de la carte, par exemple sud-ouest, la direction de la boussole sera mise à jour automatiquement. Enfin, et c'est l'un des intérêts d'avoir correctement nommé ces couches, il est possible grâce à l'outil dédié d'afficher en 2 clics une légende des symboles utilisés. Là encore, de nombreux paramètres sont disponibles dans le menu de droite. On retrouve également les zones de texte qui vont nous permettre par exemple d'ajouter un titre et d'en modifier l'apparence. Le même outil de texte sera utilisé pour créditer les contributeurs OpenStreetMap dont nous utilisons le travail. Il est en effet indispensable de mentionner les auteurs des données. Cela permet de respecter les conditions d'utilisation de la base et, du même coup, dans un cercle vertueux, d'attirer de nouveaux contributeurs. Voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à exporter maintenant la mise en page en PDF, ou bien en JPEG par exemple. Vous l'avez vu, la procédure est plus complexe, car on crée littéralement son propre rendu cartographique. Cela nécessite quelques connaissances et une certaine aisance avec QGIS. Du reste, vous aurez remarqué le nombre important de clics répétés tout au long du processus. Enfin, si l'on veut créer une carte sur une autre zone, tout est à refaire. Cela reste pourtant une option intéressante car on peut vraiment tout choisir et créer un rendu adapté à l'usage. En outre, il ne s'agit plus d'une carte raster, une image figée, mais d'une carte dynamique. C'est ce qui rend possible, par exemple, la génération de la légende. C'est là qu'intervient le projet KaliEc pour Carte en liberté à l'école. Le but est d'écrire un script pour automatiser toute la procédure. En 1 ou 2 clics, pouvoir répliquer le même traitement sur n'importe quelle zone en appliquant des styles préalablement définis. Vous êtes invité à participer à KaliEc. Nul besoin d'avoir des compétences techniques, nous avons également besoin de testeurs. Le but est de rendre l'application utilisable par des enseignants sans compétences particulières en informatique. Nous avons aussi besoin de pédagogues, didacticiens, conseillers, développeurs de code, graphistes, de gens pour promouvoir le projet. Toutes les volontés sont les bienvenues. Alors je vous dis à bientôt.